Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire de ce journal, les maires sont inquiets face à la coupe budgétaire de 9 milliards d'euros qui touche les subventions aux collectivités. Notre partenaire TL7 dans la Loire a couvert le 26e congrès des maires. Direction Perpignan, ensuite, où les agriculteurs continuent de se mobiliser contre l'accord de libre-échange Mercosur. Bien que les députés aient majoritairement rejeté l'accord, la pression reste forte. Notre partenaire Via Occitanie s'est rendu sur place, vous verrez. Et puis nous nous rendrons dans les Vosges, où la Croix-Rouge continue d'organiser des maraudes pour soutenir les personnes en situation de grande précarité. Un reportage de notre partenaire Vosges TV à suivre. Enfin, nous nous rendrons à Marseille, où deux jeunes passionnés d'arts martiaux et d'équitation ont eu le plaisir de joindre le casting du blockbuster Gladiateur 2, actuellement au cinéma. Nous irons à leur rencontre avec notre partenaire sur place de la Provence. Vous l'avez vu dans les titres, les tensions persistent entre les départements et l'État. Les élus dénoncent la coupe budgétaire de près de 9 milliards d'euros dans les subventions aux collectivités. Une mesure prévue pour 2025 qui laisse les maires dans l'incertitude. Notre partenaire TL7 s'est rendu au 26e congrès des maires de la Loire. Regardez. C'est cette banderole qui accueille les visiteurs du congrès des maires situé à Andrézieux-Boutéon. Habillés de leur écharpe tricolore, les élus locaux se réunissent en dessous pour réaliser une photo de protestation au projet de loi de 2025 qui annonce une coupe budgétaire des collectivités. Aujourd'hui, le texte de loi proposé par le gouvernement, c'est du racket. On veut bien participer, et le président Nicolin l'a dit tout à l'heure, à l'effort de guerre, de ramener un petit peu d'argent dans les caisses de l'État, même si on n'est pas responsable directement du déficit de l'État. Mais à un moment donné, on ne peut quand même pas nous prendre tout notre argent, surtout que le maire et l'équipe locale et la municipalité, les gens se tournent toujours vers eux. C'est nous qui entretenons les routes, c'est nous qui entretenons les écoles pour les primaires et les maternelles, c'est nous qui entretenons les équipements sportifs, associatifs, culturels, etc. Tous les chantiers qui sont en cours, ils vont aller au bout. Ça, c'est pas pourquoi, parce que les chantiers qui sont en cours, ils ont déjà des finances qui sont établies. Donc en réalité, c'est plutôt demain que les choses vont se produire. Ça va rendre prudentiel. Le premier impact, clairement, comme on est sur du fonctionnement, ça veut dire que tous les collègues vont faire attention en termes de recrutement. Si tous ces maires ont décidé de se réunir, c'est pour faire entendre que les collectivités n'ont pas à résoudre les problèmes financiers de l'État. Selon le résultat du vote du budget 2025, d'autres mesures pourraient être prises. C'est une première étape. Nous sommes aussi solidaires de la Fédération de l'Association des maires de France, nationale. Nous attendons aussi des consignes, mais il se peut que nous ayons d'autres mouvements, des fermetures par exemple de nos mairies pendant un jour ou plusieurs jours. Nous ne sommes pas dans des manifestations violentes, bien évidemment, puisque nous sommes dépositaires de l'autorité et par conséquent des démocrates résolus. Mais nous ne pouvons pas non plus servir de variable d'ajustement dans un budget. Malgré ce changement de budget, les maires tiennent à leur tradition. La plupart ne souhaitent pas annuler la cérémonie de vœux pour la nouvelle année. Cette année, la France commémorait le 80e anniversaire de sa libération et la ville de Metz a rendu hommage aux héros du passé. Une double commémoration s'est tenue au cœur de la ville, un hommage vibrant en présence du ministre délégué aux armées. Retour sur ces moments forts et émouvants avec notre partenaire Moselle TV. Il aura fallu 5 jours pour prendre les troupes allemandes en tenaille. Les premiers Américains entrent dans Metz le 18. Les derniers poursuivront les combats le 22 novembre 1944. C'était il y a 80 ans. La ville de Metz retrouvait sa liberté après 4 années sous occupation allemande. « 80 ans après, la ville a rendu hommage à ses libérateurs au cours de 2 cérémonies chargées de mémoire. Ici, devant l'Aigle américain, un hommage solennel a été rendu aux forces alliées et notamment aux soldats de la 3e armée du général Patton, qui ont joué un rôle décisif dans la libération de la ville. Puis c'est place d'Armes, devant l'hôtel de ville, que les cérémonies ont continué. Des hommages rendus aux civils et aux résistants, afin de rappeler l'importance de ce devoir de mémoire. C'est pas seulement la libération, comme dans beaucoup d'autres villes, la fin de l'occupation, c'est la fin de l'annexion, c'est la fin de la germanisation de force. C'est des souvenirs extrêmement forts qui sont finalement pas si anciens, qui étaient vécus par nos parents et nos grands-parents. Il fallait que 80 ans après, on s'en souvienne. Des commémorations qui se sont tenues en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre délégué auprès du ministre des Armées et des anciens combattants.
L'Alsace-Moselle sont des territoires déchirés par l'histoire avec des mémoires douloureuses et j'ai tenu vraiment à ce qu'on soit là, qu'on soit présent pour dire à quel point cette histoire difficile qui doit nous permettre de bâtir un avenir commun était prise en compte par le gouvernement. 80 ans après, Metz se souvient et continue de transmettre cette histoire et ses valeurs de liberté. Deuxième semaine de contestation pour les agriculteurs français. Les députés se sont majoritairement opposés à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Mais la mobilisation continue. Les jeunes agriculteurs poursuivent leur pression sur le gouvernement avec des actions de protestation comme celle menée, vous allez le voir, à Perpignan. Un reportage de Barry Isaac pour notre partenaire Via Occitanie sur place. On parlera après quand on sera sur place là-bas. C'est parti. Un cercueil pour symboliser la mort de l'agriculture dans les Pyrénées-Orientales. 150 agriculteurs et une vingtaine de tracteurs ont entrepris une marche funèbre dans le centre-ville de Perpignan. Nous, clairement, on demande des mesures d'urgence pour aider les agriculteurs les plus en difficulté. Un accompagnement qui permet de les aider à passer le cap pour pouvoir être là l'année prochaine. Donc on a besoin d'accompagner, d'avoir des prises en charge. MSA, des fonds d'urgence. On a aussi besoin d'avoir des dispositifs d'aide pour les éleveurs qui ont des soucis aujourd'hui sanitaires. Nicolas est maraîcher depuis 10 ans. L'agriculteur se sent abandonné par le gouvernement. On a l'impression d'être seul. Alors aujourd'hui non, voilà, c'est ce qui est important, c'est de venir aujourd'hui et de voir que finalement on n'est pas seul. Mais tous les jours sur nos exploitations, c'est vrai qu'il faut trouver la force d'y aller et se dire que bon, on sert à quelque chose. Le cortège s'est rendu devant la préfecture des Pyrénées-Orientales où une délégation s'est entretenue avec le préfet. À la sortie, les agriculteurs sont déçus. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a perdu presque 1h30 de notre temps. Parce que oui, ils ont fait 2 annonces, mais on nous prend clairement pour des cons. On nous a annoncé, c'est une bonne chose, l'exonération de la TFNB totale pour les Pyrénées-Orientales, ce qui est une bonne chose. Et ensuite, pour l'eau de substitution, on n'en aura pas besoin. Sur les nouveaux projets, c'est l'annonce de la ministre de l'écologie. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Mais on attendait vraiment de la trésorerie et des annonces concrètes de projets. Mais on est toujours au stade d'études. Les agriculteurs sont ensuite allés vider leur benne devant la mutualité sociale agricole. De nouvelles actions devraient avoir lieu dans les semaines à venir. Et les agriculteurs perpignanais ne sont pas les seuls à se mobiliser. Les Savoyards aussi passent à l'action. Cette semaine, la coordination agricole a bloqué 2 centrales dans la région de l'Albanais. Objectif, maintenir la pression et exiger des revenus décents. Notre partenaire 8 Mont-Blanc était sur place. Ils sont quelques tracteurs à s'installer devant l'entrepôt U de Rumilly. Une dizaine de kilomètres plus loin, c'est devant le site de produits frais CSD d'Albi-sur-Chéran que les agriculteurs se sont aussi donné rendez-vous. Objectif, bloquer l'accès de ces 2 centrales d'achat. Une action coup de poing à l'initiative de la coordination rurale des Savoies qui s'inscrit dans le cadre de la 2e semaine de mobilisation nationale du monde agricole. Depuis le printemps, on va dire que les avancées ont été très minimes. On a eu vraiment beaucoup de discours, mais pas d'actes en face. Aujourd'hui, on est, on va dire, dans cette phase numéro 2, où on a toujours pas mal de promesses, mais pas d'engagement précis. Ces avancées, on ne pourra les obtenir que par un engagement signé, cette fois, dans le cabinet du Premier ministre. C'est en ciblant des sites logistiques d'approvisionnement de la grande distribution que les agriculteurs font entendre leur voix ce jour-là, pour réclamer une meilleure répartition des marges sur les produits. Mais l'objet de la contestation concerne aussi et surtout le possible accord de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur. Ça veut dire qu'on va travailler avec des produits de l'autre bout de la planète, alors que nous, on nous parle régulièrement de bilan carbone. Là, d'un seul coup, le bilan carbone, on n'entend pas. De toute façon, ces échanges-là, ils profitent à qui ? Ils profitent uniquement aux financiers et aux multinationales. On nous impose des standards de production, et dans le même temps, on va laisser venir des produits de la planète qui correspondent en rien à nos standards. Parmi les autres problématiques soulevées par le monde agricole, la surcharge administrative conjuguée aux problèmes de trésorerie. Niveau normes pour le lisier et tout, ils nous demandent de faire des études qui coûtent cher. Bien sûr, enlever de la dotation GIA, ce que la région nous donne comme aide pour les agriculteurs. Le syndicat n'exclut pas de durcir le mouvement avec des actions plus coordonnées et massives en cas de réponse insuffisante de la part du gouvernement.
Vous venez de le voir, alors que les agriculteurs luttent pour une meilleure rémunération, un autre secteur se trouve également en grande difficulté, celui des éleveurs. À Longeville, en Barrois, dans la Meuse, un éleveur de brebis se retrouve avec des tonnes de laine invendables depuis la crise sanitaire. Une situation financière précaire qui illustre la souffrance de nombreux producteurs. On l'écoute au micro de notre partenaire Puissance TV. Ça nous fait mal aux tripes parce qu'on ne travaille pas pour ça. Nous, on travaille pour, à chaque fois, produire de la viande de qualité. Et puis, la laine est un sous-produit sur le mouton, certes, mais ça reste quand même un produit très noble qui mérite beaucoup mieux que ça, quoi. Beaucoup mieux que ça. La précarité des éleveurs confrontés à des conditions difficiles n'est pas sans rappeler celle des personnes les plus vulnérables dans nos villes. Dans les Vosges, la Croix-Rouge mène des maraudes pour venir en aide aux personnes en situation de grande précarité. Des actions solidaires qui montrent la réalité de ceux qui luttent chaque jour pour survivre dans un contexte économique de plus en plus tendu. Un reportage de notre partenaire Vosges TV. Les soirs de maraude, une trentaine de personnes sur Épinal, une douzaine sur Saint-Dié viennent à la rencontre de la voiture de la Croix-Rouge. Depuis un an, ils sont chaque mois plus nombreux. D'abord, il y avait un rajeunissement et puis il y avait une augmentation de la fréquentation, une augmentation de gens qui se déclarent en situation de rue. Il n'était que 2 ou 3 SDF sur Épinal l'an dernier. Depuis cet été, ils sont 3 fois plus. On lance un peu un appel alors, au commerce, aux grandes surfaces, pour nous donner des équipements. Le profil type du bénéficiaire, un homme seul, 45 ans, une mauvaise santé mentale, dépression notamment, bien souvent des problématiques de drogue et d'alcool, mais aussi les accidents de parcours. Adil travaillait depuis 14 ans au Bar-Rue à Gérardmer avant d'être à la rue. Après mon divorce, donc c'est la descente aux enfers. La dépression, ça m'a duré 8 ans. Heureusement, il y a des associations comme ça parce que sinon, on ne sait pas où on sera. Dans les Vosges, 43 bénévoles donnent de leur temps pour offrir une oreille attentive, un repas ou un café. Qui c'est qui voulait du sucre? Vous n'aviez pas suffisamment pour leur distribuer? Il y a actuellement beaucoup plus de demandes que ce qu'on a en stock. Du coup, on essaie de gérer. Avant d'aller au point de rencontre principal de la gare, c'est dans une boulangerie que font halte les bénévoles. J'ai mis 2 baguettes apéro et des petites pizzas. Bon bah super. Les invendus de la journée compléteront les provisions qui fondent à vue d'œil. De quoi améliorer le quotidien de Romain depuis plus de 5 ans. Je connais la plupart des gens qui viennent ici, donc comme vous disiez tout à l'heure, même si on n'a pas trop à manger des fois, une soupe ou un café, rencontrer de nouvelles personnes et tout, je veux dire. La Croix-Rouge réfléchit à la mise en place d'une maraude sur Remiremont d'ici la période des fêtes de fin d'année. Nous restons dans les Vosges où, dans le petit village de Saint-Plaché, une retraitée incarne la passion du goût. Membre du club des goûteurs Aldi, Françoise reçoit des colis mystères pour évaluer les produits proposés en magasin. Une aventure gourmande et sérieuse en même temps à découvrir dans un reportage de Christophe Buchet. Regardez. Non, je la vois toujours pas. Non, bah qu'est-ce qu'elle fiche? Pour Françoise, c'est un grand jour. Elle a convié sa voisine et amie Martine pour une dégustation surprise. Elle attend un coffret par la poste sans rien savoir de son contenu. Parce que du coup, tout le monde ne reçoit pas le même colis. Non, ma belle. D'accord. Sur le site du club des goûteurs créé par l'enseigne Aldi, les membres postent les photos des derniers colis reçus. La postière arrive pile à l'heure du déjeuner. Et voici le coffret catégorie senior sous le regard du mari de Françoise, un petit Noël avant l'heure. C'est quoi? Oh, vous voulez goûter le foie gras? Trop bien! Du foie gras, de la confiture de figues, du chocolat, des amandes, des toasts, un panier varié qu'il va maintenant falloir goûter et évaluer. Le foie gras, par contre, ça ne s'étale pas, ça se pose. Avec la confiture de figues et les toasts, ils vont juger 3 produits de l'enseigne en une dégustation. C'est vrai qu'avec le foie gras au-dessus, la figue ne l'emporte pas. Le toast est grillé sans plus, mais juste ce qu'il faut. Alors, ce que j'aime bien avec le foie gras au-dessus, c'est que tu as le foie gras au palais, les produits de la viande utilisés ou les épices, il n'y a rien qui emporte. Coût de la verrine, 14 €. Un prix abordable, un critère essentiel pour ce couple de retraités
aux revenus modestes. Bon, après, vous dire que par rapport à une marque, à des grandes marques, qu'il est pareil, je sais pas. Moi, de toute façon, je suis pas produit marque, je suis qualité-prix. Ouais, c'est surtout et surtout à l'époque actuelle. Et franchement, il lui manque rien. Des produits made in France à un prix abordable, la politique de l'enseigne séduit Françoise. Elle doit maintenant faire remonter ses critiques au club des goûteurs. Par rapport à vos marques habituelles, que diriez-vous de ce produit? Très bon goût en bouche. Pour sa 31e dégustation depuis son entrée au club, Françoise donnera 5 étoiles, la note la plus élevée. En 2 ans, les membres du club ont testé plus de 350 produits alimentaires proposés par l'enseigne. Cette semaine, l'émission Face au territoire diffusée sur TV5 Monde recevait Marie-Anne Barba-Layani. La présidente de l'autorité des marchés financiers a eu l'occasion de répondre aux questions de nos partenaires à propos justement de l'inquiétude des marchés internationaux par rapport à la dette française. Écoutez-la. Michel Barnier, le Premier ministre, a dit sur TF1 que la tempête financière s'annonçait en cas de censure du gouvernement. On est plutôt ce matin vers une tendance de censure du gouvernement. Vous êtes sur un hot seat, comme on dit, un siège chaud. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cette situation, très concrètement, vous? Alors, calmer les esprits, c'est quelque chose de possible? Pour l'instant, nous sommes dans une situation qui est sérieuse. Nous ne sommes pas dans une situation de crise. On sait qu'il peut y avoir des moments difficiles pour des États. Lorsqu'ils sont endettés, ils empruntent comme vous et moi quand on est emprunteur. Ce que nous faisons, c'est que, évidemment, nous suivons ce qui se passe sur les marchés. Pour l'instant, on voit effectivement que la France, en tant qu'emprunteur, parce que c'est bien cela dont on parle en fait, la France est endettée, comme tous les pays, et donc effectivement, elle commence à être sous le regard attentif de ceux qui nous prêtent de l'argent. Et qui se posent la question tout simplement de savoir si on est aussi capable de rembourser, aussi crédible, qu'ils le pensent. Et c'est ça le sujet que l'on regarde, nous. Dans un monde où la protection de l'environnement est une priorité, les coquillages deviennent une solution. À Bordeaux, une entreprise utilise des capteurs pour analyser les réactions des mollusques face aux pollutions dans l'eau. Un système innovant conçu par un biologiste marin qui détecte en temps réel la présence de polluants. Notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, a rencontré les fondateurs de ce projet unique. Regardez. Ceci est un boîtier pour faire parler les moules. Donc c'est de l'électronique qui va être relié, comme vous pouvez le voir, aux animaux, avec donc ce type de micro-électrodes que l'on va fixer à l'extérieur des animaux sur les coquilles pour pouvoir mesurer en continu les micro-mouvements des animaux, puisqu'on descend au micromètre, donc c'est une extrême précision. Un câble remonte ensuite à la surface jusqu'à un autre boîtier afin de transmettre les données récoltées nuit et jour. Ce système ingénieux et non invasif, issu d'une technologie du CNRS, permet en fait de mesurer la qualité de l'eau en fonction du comportement des mollusques. On vient littéralement lire sur les lèvres des animaux. Et avec ça, on est capable de recréer leur rythme biologique, leur croissance, la vitesse de contraction de leurs muscles. Et bon, ça nous permet de faire un bilan de santé, en fait, journalier des animaux, à distance, alors qu'elles sont sous l'eau et que nous, on peut être à quelques milliers de kilomètres de là. C'est l'animal 4, et on a ici un enregistrement sur toute la journée, où on voit l'animal qui était ouvert, qui va se fermer, qui reste fermé, et qui se rouvre ici. Si je zoome ici, par exemple, je vais pouvoir avoir l'enregistrement de tous ces mouvements. L'entreprise a vocation à s'implanter là où les risques de pollution sont importants, afin de prévenir la pollution marine. Le mécanisme est aussi plébiscité par les ostréiculteurs. Eux, c'est de toute façon augmenter, je dirais, leur productivité, s'ils le peuvent, en résolvant un problème qui est lié à la manipulation des poches à huîtres. C'est-à-dire que c'est un métier très pénible, aller manipuler les poches à huîtres. Molluscan Eye a déjà installé son système dans plus de 80 lieux en France et dans le monde. En Gironde, il devrait bientôt l'être dans le grand port de Bordeaux, mais aussi dans l'estuaire de la Gironde à proximité de la ferme-usine de saumon au Verdon.
Direction le Grand Est dans ce journal, à Bar-sur-Aube, pour une cérémonie de diplôme un peu particulière. Au collège Gaston Bachelard, un programme permet à des collégiens de découvrir le métier de sapeur-pompier. Lors de la cérémonie, les 13 élèves de la promotion 2024-2025 ont signé une charte d'engagement pour l'année à venir. Retour sur cette expérience unique avec un reportage de notre partenaire Canal 32 sur place. Tour à tour, les élèves de la première classe pompiers juniors sont montés sur l'estrade. Chacun a reçu un certificat de participation ainsi que le diplôme de PSC1, le résultat d'une année d'apprentissage pour les collégiens. On a appris à faire des massages cardiaques, quoi faire en cas de grosses blessures. Louise et Alice font partie des 4 élèves de la promotion à avoir intégré l'école des jeunes sapeurs-pompiers. Une formation de 4 ans auprès du SDIS de l'Aube pour poursuivre l'aventure. C'est de faire connaître à des jeunes qui ne connaissent pas forcément les jeunes sapeurs-pompiers, au travers du collège, d'une activité autant mémorielle que de sécurité civile, pour potentiellement embrayer sur des jeunes sapeurs-pompiers. Nous avions ici un territoire dans lequel la section de jeunes sapeurs-pompiers a fermé il y a 2 ans, elle était en sommeil. Et j'ai esquissé l'ambition qu'elle se relance grâce aux pompiers juniors. Objectif atteint, 4 JSP cette année et peut-être 8 l'année prochaine. Et on espère atteindre les 20 en 3-4 ans. Durant la cérémonie, les 13 nouveaux pompiers juniors ont signé la charte d'engagement pour l'année à venir. Ils recevront un enseignement d'une 30aine d'heures, incluant des visites et des formations. Moi, je voulais m'engager en tant que pompier parce que déjà, ça m'intéressait beaucoup. Et que mon grand-père, son métier de rêve, c'était d'être pompier. Il n'a jamais pu faire à cause de ses parents. Et que moi je le fasse pour lui, c'est un honneur et ça lui fait très plaisir. Ces élèves-là, théoriquement, on les prend 1 heure par semaine dans leur emploi du temps pour développer l'esprit de citoyenneté. S'ils finissent pas tous jeunes sapeurs-pompiers ou futurs pompiers, qu'ils aient des notions de protection des personnes. À terme, le SDIS de l'Aube espère ouvrir de nouvelles classes pompiers juniors dans d'autres collèges du département. Vous l'avez vu dans les titres, c'est une aventure digne d'un film et pas de n'importe lequel. 2 jeunes de la cité de la Castellane à Marseille se retrouvent aujourd'hui au casting de Gladiateur 2, le film de Ridley Scott actuellement au cinéma. Passionnés d'arts martiaux et d'équitation, leur détermination et leur talent ont transformé leurs rêves en réalité, le tout en offrant à Marseille une bien belle histoire de réussite. Un reportage de notre partenaire de La Provence. Je raccroche le téléphone et je lâche mon plateau, je le dépose, je fais « Wouah, je vais tourner dans Gladiator 2 !» À 26 et 19 ans, Mehdi et Merwan peuvent se vanter d'avoir joué sous les ordres de Ridley Scott dans Gladiator 2. Une histoire à peine croyable pour ces 2 jeunes Marseillais de la Castellane, passionnés de chevaux et d'arts martiaux. Mais derrière cette fabuleuse histoire, il y a un homme, ou plutôt une légende du cinéma, Jean-Charles Andrieux ou Charlie pour les intimes. J'ai fait pas mal de films, à peu près 80 films dans ma vie. Je connais un peu tous les chefs cascadeurs dans tous les pays. Et là, j'avais Gérard Naprou, qui était un Français qui vit en Angleterre, qui les avait vus. Et il m'a dit « Oh, tiens, tes petits jeunes, ils ne feraient pas gladiateurs, on a besoin de cavaliers. » Un début de carrière impressionnant sur un CV. Jouer dans un blockbuster américain, ce n'est pas donné à tout le monde. Les 2 frères sont d'ailleurs bien conscients d'avoir vécu un rêve éveillé. C'est un rêve qui se réalise, c'est un rêve d'enfant. Moi, je m'aurais dit à 6 ans en arrière, Mehdi, tu vas tourner dans Gladiator 2. Je vous aurais dit, c'est impossible. Comme quoi, avec le travail, ça paye toujours. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est une excitation de fou. Toute la soirée, j'étais là, je marchais. Tu vois les décors, tu as l'impression que c'est du réel, alors qu'en fait, c'est que du bois. Tout est incroyable, on est sur le cheval, il nous ramène à manger. On n'a pas le droit à l'erreur. En plus, il n'y a que des professionnels autour de nous. Et ça va qu'on a eu la chance qu'on a eu un maître qui était au top. Une aventure exceptionnelle pour ces 2 frères qui ne comptent pas en rester là. Maintenant qu'ils ont définitivement le pied à l'étrier, ces 2 prodiges de la voltige comptent bien marcher dans les pas de leur mentor. Et on termine ce JT en couleur. Dans ces Madras sont animées une journée spéciale dans un centre de loisirs dédié à la découverte de la culture martiniquaise. L'événement, organisé pour la journée de la tenue traditionnelle, a plongé les enfants dans le riche patrimoine de l'île, entre folklore et histoire. Retour sur cette belle immersion culturelle avec Loïc, Régis et Bérénice Angot pour notre partenaire Via ATV sur place. Pour les petits comme les grands, le tissu Madras est de rigueur aujourd'hui. Les enfants de ce centre aéré de Fort-de-France répètent leur gamme sur des notes de Begin, une mélodie qu'Emma et ses camarades connaissent maintenant par cœur. 1, 2, 3. Fini
Ils ont entre 2 et 10 ans. Une jeune génération qui doit encore s'approprier les codes de son patrimoine culturel. Pour la directrice de cette structure, moderniser l'aspect du tissu emblématique est une des solutions. C'est important pour moi que le madras soit quelque chose qu'ils puissent porter au quotidien. Pour nous, c'est porter de beaux habits. Donc souvent, dans de grandes cérémonies, nous portons notre madras. Et là, on a montré aux enfants qu'on n'a pas besoin forcément des grands jours pour sortir du madras. On peut faire un arrêt-tête, on peut porter un jupon, etc. C'est magnifique parce que c'est ça notre cible. Montrer à la jeunesse, montrer aux petits que nous avons une tenue traditionnelle comme les Normands, les Bretons. Et ils vont en être fiers. Grand robe ou encore gaule, il existe plusieurs catégories de tenues traditionnelles en Martinique. Alors je suis en matador. Alors la matador, c'est vraiment toute une histoire. C'est celle qui joue de ses charmes, qui a des choses à proposer et qui, heureusement, en retour, elle paie en soin, fait des récompenses, on va dire. Et donc la matador, elle est très, très achalandée en bijoux. Vraiment, on a la panoplie, on a les chaussures qui vont avec, on est dans notre tenue avec les codes respectés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.